Et pour aujourd'hui, j'ai un invité de marque avec moi, Abdelkader Benarab, universitaire, écrivain. Abdelkader, bienvenue à Berbère Télévision. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, tu nous as écrit de très belles choses depuis de nombreuses années, de la poésie, du roman, des essais. Et ton dernier livre s'appelle Islam et immigration. Il est sorti donc aux éditions L'Harmattan il y a quelques jours, Oui, n'est-ce pas? En 2013, oui. Oui. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de le présenter un peu en Algérie. Oui. Et là, bon, il est présent aussi dans le salon. Voilà, dans le salon, Et oui. voilà, et je voulais aussi dire un petit mot du salon. Oui. C'est une manifestation extraordinaire, je veux dire, où il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de livres, des nouveautés. Donc c'est une occasion aussi de se voir, d'échanger avec d'autres écrivains, d'autres éditeurs. C'est un lieu de rencontre extraordinaire parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion, nous, de nous voir, de nous connaître. Tout à fait. Entre Oui. écrivains, algériens, maghrébins, etc. Et ici, c'est l'occasion un peu de voir tout le monde. Tout à fait. Et de discuter avec tout le monde et d'échanger des idées. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais merci de le signaler. On peut ajouter aussi que le salon est en entrée libre, hein, contrairement à certains salons. Voilà, absolument. Donc, et pour les visiteurs, et pour les éditeurs, et pour les écrivains, voilà. Et donc, je te posais la question donc sur ce dernier livre qui est une compilation de tes articles, n'est-ce pas? Donc, Voilà. sur des sujets qui sont toujours d'actualité, hein, immigration et puis quête identitaire, islam, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une somme d'articles, de contributions à des revues, des colloques également, des conférences que j'ai données. Et j'ai réuni tout ça, Oui. donc des grandes contributions, des grands articles que j'ai publiés avec une préface de Paul Balta. Voilà. Et avec une longue introduction que j'ai faite moi-même. Il y a une articulation très forte, bien sûr, entre l'islam et l'immigration, que le titre reflète. Et souvent même, on me pose la question, à savoir quel lien, quel rapport y a-t-il entre l'immigration et l'islam. Et ma foi, je me demande si ce ne sont pas deux choses tout à fait confondues et tout à fait, je veux dire, qui se présentent sous la même facette. Tout Voilà. à fait. Qui Donc, parle d'islam, parle d'immigration, qui parle d'immigration, évoque également la question de l'islam. tout à fait. Donc, ce livre vient dans un cheminement, hein, puisque tu as publié déjà il y a quelques années Les Voix de l'exil, et je crois que ce livre est disponible aussi dans ce 4e salon du livre berbère, n'est-ce pas? Voilà, donc les voies de l'exil aussi, ça va, si vous voulez, dans le même cheminement, dans la même logique, la même évolution. Je suis toujours dans cette problématique de l'exil, moi, des réflexions autour de l'exil, de l'immigration, de l'islam, qui sont pour moi autant, si vous voulez, de réflexions ontologiques, de réflexions philosophiques autour de toutes ces questions, du retour, de la permanence, de la vie en France, etc. C'est toute une problématique assez importante, et en même temps que les immigrés vivent parfois douloureusement. Tout à fait, Bon, tout à fait. Peut-être Peut-être bien souvent, hein, toi-même tu es dans une forme d'exil, puisque ça fait quand même des années que tu vis en France, même si quand même tu vas assez souvent en Algérie. Oui, je vais assez souvent en Algérie pour des raisons professionnelles aussi, mais c'est vrai que l'exil intérieurement, je le vis, il y a une espèce d'exil intérieur, si vous voulez, que je vis. Parfois bien, parfois moins bien. Donc cela dépend des circonstances, ça dépend des moments, etc. Mais cet exil a quelque chose de très bénéfique, quelque chose de très important, de très positif, c'est qu'il nous permet de dire ce qu'on pense, d'écrire un peu ce que nous ressentons profondément au fond de nous-mêmes. Et donc c'est un exil productif, c'est un exil très riche, qui permet donc à pas mal de gens, vous-même d'ailleurs, vous-même, vous êtes écrivain, donc vous avez publié votre dernier... Tu peux me tutoyer, mon ami Abdelkader Benarab, puisque moi-même je te tutoie. Et avec un si beau titre comme le tien, j'aimerais que tu le rappelles aux auditeurs. L'homme qui n'avait rien compris. L'homme qui n'avait rien compris, effectivement. J'avoue avoir lu une bonne partie, je le réserve donc pour une lecture à tête reposée. Et c'est vrai que dans l'espace de l'exil, si vous voulez, il y a beaucoup de créations.
Je ne sais pas d'où cela vient, c'est peut-être un effet psychologique, des motivations profondes, mais les gens qui vivent dans l'exil sont quand même près de la création et près d'un enrichissement. Peut-être que cet exil permet un recueil, un recul par rapport au pays d'origine, et donc et peut-être qu'il apporte après des douleurs une certaine lucidité. Oui, sur clair. Les choses, sur la vie. Oui, oui, ce n'est pas un lapsus si tu parles de recueil. Effectivement, il y a un recueillement comme ça, tout à fait, si vous voulez, sur la problématique. Il y a également un recul, une distanciation. Et tous ces facteurs permettent effectivement une pensée riche, une pensée élaborée, une pensée qui, quand même, qui sort de notre tréfonds et que nous exprimons à travers l'écriture, à travers la poésie, le roman, chacun selon ses... mais tout ça est peut-être relié, toi-même tu vas d'un genre voilà. à un autre, tu as publié de la poésie aussi, voilà. Les mots, il y a quelques années. Je passe allègrement, si vous voulez, du roman à la poésie, de la poésie à l'essai, mais peut-être j'ai plus tendance à avoir un ancrage plus durable et plus profond dans l'essai, parce que je suis quelqu'un qui me pose toujours des questions plus ou moins philosophiques et je suis toujours... Tu as beaucoup travaillé aussi sur Frantz Fanon. Tu as écrit un livre sur Frantz Fanon, cette figure extraordinaire. Oui, oui. Sur Frantz Fanon, je l'ai présenté, je crois que c'est un des rares livres algériens, je vous dirais, écrit par un Algérien. Je le dis parce que c'est les échos que je reçois. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Frantz Fanon, hélas. Et c'est quelqu'un qui a été totalement méconnu en Algérie. Maintenant, à travers les colloques qu'on organise et tout, on commence à le connaître, si vous voulez, à faire connaître ses œuvres, son parcours de militant, sa profession, parce qu'il est psychiatre. Tout à fait, tout à fait. Si tu pouvais un peu nous rappeler un peu son parcours, comment est-ce qu'il découvre ce Frantz Fanon, hein, qui vient de très loin, hein, et comment est-ce qu'il découvre le peuple algérien, et puis comment est-ce qu'il s'engage donc dans cette révolution, hein. Frantz Fanon est venu de la Martinique, c'est quelques 7000, un peu plus de 7000 kilomètres d'Alger. Et il est venu, il a saisi une opportunité, celle d'une nomination donc à Alger. Et il ne s'attendait pas du tout à trouver, si vous voulez, les conditions dans lesquelles il allait travailler. C'est-à-dire que, voilà, des conditions très pénibles. Il a travaillé en milieu psychiatrique, à Blida. Je l'ai déjà un peu présenté. Et le plus important pour lui a été d'introduire des réformes assez importantes dans le milieu médical et, si vous voulez, dans la pratique de la psychiatrie coloniale à l'époque. C'était ça le plus important. Mais c'est-à-dire, c'est là justement, quand il voit cette forme de ségrégation entre les passions européens et les passions algériens, c'est là qu'il découvre l'injustice faite au peuple algérien. Absolument, il y avait un clivage assez net, donc une démarcation entre les musulmans et les Européens, et puis des pratiques, je veux dire, de camisolage. S'il n'y avait pas la camisole de force, il y avait la camisole neuroleptique. Hein. Si on échappait à l'une, on n'échappait pas à l'autre. On n'échappait pas forcément à l'autre. Donc il était assez audacieux d'ailleurs. C'est une manière vertement de défier, si vous voulez, sa hiérarchie. Donc c'était quelqu'un d'assez audacieux, mais d'assez inventif aussi, d'assez original. Et sa hiérarchie n'a pas du tout accepté cet acte de sédition, cette rébellion en quelque sorte par rapport à la doctrine, à l'orthodoxie, à la doxa instaurée, etc. Tout à fait. Et ça lui a valu donc beaucoup de problèmes. Par la suite, il a dû être obligé de démissionner. Et c'est une occasion... Mais il avait déjà pris son choix, au fait. Hein. Il avait déjà décidé de rejoindre la Révolution. Voilà. Et il semble qu'il a surtout parlé avec Ben Ramdan, qu'il a vraiment convaincu de rejoindre cet effort de libération nationale. De toute façon, il était dans une espèce de corset de fer intenable qui le tenait à l'étroit de jour en jour. Et si vous voulez,
cette façon d'aller rejoindre le maquis était pour lui aussi une occasion bien réfléchie, hein, donc, parce qu'il avait des contacts secrets, notamment avec Abdel Ramadan, avec Chanderli Abdelkader, avec tous ces gens-là, tous ces leaders de la Révolution, tous ces théoriciens de la Révolution. Et il leur a également, il a donné son avis, il a apporté énormément aussi. C'est un grand idéologue. Donc il les a rejoints en Tunisie. Bien sûr, il va écrire dans Al-Moudjahid, donc l'organe central de la Révolution, bien sûr. Dans Al-Moudjahid, il a fait beaucoup de propagande avec Mohamed Yazid aussi. Bien sûr, il va parcourir l'Afrique aussi en tant qu'ambassadeur. Il a été nommé ambassadeur du GPRA en 1958, où il a également défendu la cause algérienne. Un peu partout en Afrique, fait connaître l'Algérie, ses positions, son militantisme, etc. Mais malheureusement pour lui, il meurt très jeune. Et toi, Abdelkader, tu as une thèse qui n'est pas très répandue. Tu dis que peut-être il n'est pas mort de mort naturelle. C'est-à-dire, moi, je pars toujours d'un présupposé philosophique et hypothétique, et c'est que toujours je me pose des questions. Naturellement, à charge, parce il a échappé à 2 attentats. Il voulait, si vous voulez, les militaires français à l'époque voulaient absolument l'abattre, voulaient le tuer. Donc, ce qui laissait un peu, si vous voulez, cette présomption, peser cette présomption et le doute sur sa mort. Moi, je pense, je n'ai pas de preuves formelles. Et tangible pour dire qu'il a été mort empoisonné ou de mort non naturelle, mais on peut toujours se poser des questions. L'interrogation est posée, bien sûr, et donc parmi tes autres ouvrages, il y a un ouvrage qui va paraître bientôt, qui s'appelle « Ontologie africaine et littérature négro-américaine ». Je crois qu'il va sortir en Algérie, et ça parle de quoi ? En fait, c'est un essai aussi. C'est pas une anthologie, c'est en fait le titre exact, c'est Anthropologie africaine. D'accord. Et littérature négro-américaine. D'accord. Donc, si vous voulez, j'aborde 2 parties. L'anthropologie africaine, je montre le travail des ethnologues sur l'Afrique, les premiers travaux, notamment les travaux de Léo Frobenius et Grigol. Ce sont les 2, un allemand, l'autre français, qui ont le plus, si vous voulez, approché le continent africain et qui ont essayé d'ajuster, sinon de restituer une image réelle de l'Afrique qui était par ailleurs très déformée et toujours rapportée par des écrivains très racistes, surtout ceux du 19e siècle. Bien sûr. Ça, c'est la partie africaine. Et il y a une jonction donc assez importante avec l'Amérique, puisque ces mêmes Africains ont été déportés en Amérique, du moins leurs ancêtres. Et je tombe donc sur des écrits très importants dès la fin du XVIIIe siècle. Les premiers écrits, croit-on savoir, des esclaves, donc qui donnaient un peu leur impression, même s'ils n'étaient pas de facture littéraire assez importante. Mais quand même, c'est des témoignages. Des témoignages, des petits récits de vie, des petites sensations qu'on exprimait et qui étaient écrits en arabe. Ah, carrément. Et qui était écrit en arabe. C'est quand même étonnant. C'est assez étonnant parce que, si vous voulez, les premiers Africains, et les dialectes africains, c'était très répandu en Afrique, mais la langue arabe était réservée à la chefferie. Un peu à l'élite. À l'élite intellectuelle. Et par je ne sais quelle coïncidence, quelle heureuse coïncidence, nous retrouvons ces traces d'une écriture, des premières impressions écrites en arabe. Et cette information m'a été également confirmée par M. Ali Merad, qui est le grand islamologue, qui est maintenant à la retraite et qui vient à Lyon. D'accord. Et bien donc cet ouvrage promet donc d'être passionnant, hein, donc voilà. C'est très bien. Et parmi aussi vos ouvrages, il y a un roman qui s'appelle La bataille de Sétif, qui est paru il y a quelques années chez l'Harmattan. Voilà. La bataille de Sétif, oui, c'est le début de l'insurrection algérienne 1954, où je décris une action militaire de Macky Sall contre les militaires français. Donc il y a des attentats, il y a
des actes de sabotage, etc. Donc un groupe de maquisards qui symbolise un petit peu l'ensemble des maquisards algériens. Si vous voulez, c'est assez localement circonscrit, mais qui peut être élargi, généralisé à l'ensemble si vous voulez, du maquis algérien. D'accord. Et avant de clore un peu ce petit entretien, le salon, le 4e salon du livre berbère, donc est dédié à Mouloud Faraoun et à Albert Camus. Je connais ta passion des écrits de Mouloud Faraoun. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Déjà, c'est bien donc de les honorer, deux écrivains algériens, chacun bien sûr avec une sensibilité, un imaginaire différent, qui n'ont pas du tout les mêmes positions vis-à-vis de l'Algérie, ni vis-à-vis de la guerre notamment de l'Algérie. Oui. Bien sûr. Ce que nous pouvons retenir de ces deux auteurs, c'est qu'ils ont une connaissance approfondie de la société algérienne, aussi bien Camus que Feraoun. Et quand on lit évidemment les ouvrages de Camus, c'est une véritable présentation sociologique, c'est une page sociologique sur la société algérienne, les rapports entre les individus, etc. Quant à Feraoun, évidemment, qui est un grand auteur, j'ai eu l'occasion aussi d'assister à des colloques et d'intervenir sur Feraoun, des titres aussi prestigieux que Les chemins qui mentent, qui a été, je pense, traduit en arabe par Douroub Saïda, si j'ai bonne mémoire. Il y a aussi Le Fils du pauvre, qui est un roman autobiographique, enfin, une saveur autobiographique, est un roman extraordinaire, très bien écrit, où on retrouve un petit peu, si vous voulez, toute la vie du village, de la Jma'a. C'est tout un parcours, hein, c'est tout un cheminement. Hein. Et puis, voilà. C'est un document, hein. C'est un roman, c'est un document, c'est un texte écrit de manière fabuleuse, puisqu'il est simple et profond à la fois, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une très belle écriture, très bien imagée, et puis, comme je le disais, ça reflète toute la société, ça explique un peu la société algérienne avant-guerre, et puis aussi les raisons de la pauvreté qui sont le colonialisme, naturellement, qui sont posées en filigrane. Malheureusement, il a été assassiné quelques jours avant l'indépendance algérienne. Quelques jours avant, justement, vers le 15 mars. Le 19 mars. À 4 jours du cessez-le-feu. Du cessez-le-feu, malheureusement, il a été assassiné par les groupes extrémistes de l'OAS. De l'OAS, tout à fait. Eh bien, Abdelkader Ben Arab, merci d'être venu à Berbère Télévision. Bonne continuation dans tout ce que tu fais et bon courage aussi. Merci. Merci.